Alors bonjour à tous et bienvenue. Donc Patrick Valibus, je suis fondateur de l'agence 410 Go, donc SEO et Magento pour être précis. Et on a créé un tool qui permet d'automatiser les migrations de sites qui s'appelle Swan.tools. Mais je n'en parle pas dans la conf parce que ça n'est pas une conf sponsorisée. Voilà, je voulais juste. On m'a dit il faut que t'en parles, donc c'est fait, j'y touche plus. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'une migration de site SEO? Il y en a plusieurs types, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais ce que je vais vous expliquer, ça va être comment traverser des instants de désert comme ça et qu'on souhaite, si possible, le plus court. Voilà. Alors, par son âge dans la salle, qui a déjà fait une migration de site Ok. Là. Alors, maintenant, baissez la main si ça s'est bien passé. Est-ce que... Ouais, il y a eu 2-3 casseroles... Ouais, on n'est pas trop sûr, voilà, tout ça. Bon. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous donner toutes les astuces qu'on a pour faire en sorte que ça se passe bien. Et bien entendu, à la fin, on peut partir en question, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, juste pour info, le préambule, ce qu'on voit ici, c'est ça. C'est une agence du coup web, que je ne citerai pas, qui n'a pas voulu mettre en place les redirections qu'on lui a données. Parce que c'est pas utile, ils n'ont pas que ça à faire, enfin bref, tout un tas de bonnes raisons. 7 jours plus tard, je m'en rends compte, un peu tard, c'est vrai, et derrière, on les met en place, et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on met des redirections, en fait, ça se passe bien. Bon. Après, il y a l'art et la manière de les faire, mais c'est déjà une base. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, j'ai toute une partie au début où on va essayer de revenir sur quelques basiques autour des migrations pour poser les bases, et derrière, on avance tous ensemble. Google, il aime les migrations. On a ce concept qui dit que ça va mal se passer, un peu de peur, d'hantise, basé sur de l'expérience, on l'a vu juste avant, mais Google, il aime. Ça, c'est un truc, c'est Mr. Early Ableton, ExxonCrawl, qui m'en avait parlé, et j'ai pu le vérifier, c'est une migration d'un site qu'on a fait il y a quelques temps. Ça, c'est un graphique issu de Screaming Frog Logfile Analyzer. Ce qu'on voit, c'est que globalement, vous faites une refonte de design. Google, il kiffe, et derrière, il va crawler tout votre site et il va se faire plaisir. Donc, une migration de site, ça peut être l'occasion de ranker, pas juste d'éviter de perdre du ranking. Voilà. Ça, c'était ma slide d'après. Donc, ce qu'on a comme exemple ici, c'est un client qui était basé sur SoLocal, donc c'est le CMS des pages jaunes, qui est une surcouche de WordPress. Et en gros, on ne pouvait pas faire de modifs sur le maillage interne, etc. Je joue un peu sur la distribution du PageRank. On l'a passé sur un WordPress, et derrière, assez rapidement, pof, plus 3 places dans le top 10, sans rien faire d'autre. Pas de modification du contenu, pas de backlink externe, rien, juste sur le maillage. Donc, faire une migration de site technique, des fois, c'est super utile. Voilà. Donc, non, une migration, ça ne fait pas perdre de position quand c'est bien fait. Voilà, alors, on va revenir sur quelques généralités, sur le plan de vol. On va vous expliquer tous les points de contrôle, comment on réalise une migration, et puis derrière, les 2-3 petites choses à faire une fois que c'est terminé. Alors, sur les types de migration, ce qu'on va voir ensemble, ça va être, on peut avoir des migrations techniques, on va avoir donc un changement de serveur, un changement de type de CMS, ça peut arriver. Les migrations éditoriales, on va bouger du contenu, parce que peut-être qu'on va se dire qu'il faut réécrire, la sémantique est pourrie, l'arborescence, on n'y comprend rien, ça ne traite pas les bons sujets, on ajoute des sujets, on en supprime d'autres, etc. On va avoir des migrations de branding, on se dit, bon, ça fait 3 plombes que je suis sur un exact match domaine, j'ai envie de travailler un peu ma marque, on va faire quelque chose d'un peu sympa. Ou alors on a racheté une entreprise, il faut reprendre l'ancien site et l'intégrer dans le nouveau, ce genre d'action. Ou même, on se dit, bon, bah, allez, c'est parti, je domine toute la France, maintenant je vais conquérir le monde comme Minus et Cortex. Et puis, les migrations de design, parce que bon, le site, il est pas beau, on va peut-être le retravailler un petit peu. Voilà. J'ai mis quoi d'autre? Ouais, les templates, bon, pareil. Alors, sur les points à vérifier sur les migrations donc, qui sont purement techniques. Je vous ai mis à chaque fois ici, vous aurez les slides après bien sûr, les différents points de contrôle et tout ce qui va être autour des risques. Sur un CMS, moi, le gros risque que je vois ici, ça va être le manque de reprise de l'ancien HT Access et tout ce qui va être navigation masquée qui ne va pas être réoptimisé comme il faut. Quand on reprend un site,
Si vous êtes d'ailleurs, vous êtes plutôt agence SEO dans la salle, plutôt in-house, vous êtes à votre compte, comment c'est? Allez, qui est consultant SEO ou agence SEO? Tac, ok. Qui bosse pour son propre site ou celui de son entreprise? Ok, moitié-moitié. Bon. Du coup, quand on prend un site, ici, ou imaginons, même de toute façon, ça peut arriver à tout le monde, vous arrivez dans une nouvelle boîte et puis vous gérez votre site. En fait, ce qu'il faut bien passer, c'est qu'est-ce qu'ont fait les copains SEO ou vos prédécesseurs avant. Parce que si vous arrivez juste sur le concept de, bon, bah, le truc, on est sur un WordPress classique que je connais, ou un Magento, un PrestaShop, peu importe, et que vous ne regardez pas ce qui a été fait techniquement sur le site, ben, potentiellement, vous allez oublier de réintégrer des optimisations. Et au moment où vous faites la migration, vous allez vous dire « bizarre, il se passe des trucs, je ne comprends rien ». Voilà, bon, bah, ça, typiquement, si vous avez quelqu'un comme moi qui est passé sur le site avant, qui avait fait de l'obfuscation et du cloaking, si vous migrez sur un autre CMS et que vous ne remettez pas ça en place, vous allez vous retrouver avec la dose d'URL, pagination, facettes, etc., d'indexer dans Google, et ça peut piquer. Donc faites bien gaffe à tout ce qui a été fait par les copains avant. C'est un truc qui est vraiment important. Faites un audit du propre site que vous allez migrer avant de faire votre migration. Voilà. Et pensez au temps de chargement, parce que suivant comment est codé le nouveau site, il n'y a peut-être pas eu les mêmes optimisations. Voilà. Donc ça fait partie des points qu'on verra ensemble. Côté serveur, attention aux pertes de données. On n'y le dit pas assez, là c'est même pas une histoire de SEO, mais quand on fait une transition de site e-commerce, le temps de réplication des DNS, si vous n'êtes pas sur un registrar qui est super rapide, aujourd'hui on a des Internet BS, on peut faire une migration de DNS en 2 minutes. Si vous êtes sur, il y a certains registrars, des fois pour des entreprises, où il y a des choses qui prennent plusieurs heures, attention à peut-être couper les commandes d'un côté, ou penser à réimporter les commandes qui seront passées sur l'ancien serveur avant le nouveau. Voilà, petit point de vérification important. Sur les migrations éditoriales, bon. Vous avez une agence qui vous a fait un beau mind map en vous disant « Ok, on va tout refondre le site », ou vous avez fait vous un cocon sémantique par exemple, et vous vous dites « Bon, on va l'implémenter ». Ben, faut penser à savoir comment vous allez le faire. Est-ce que vous avez toujours une page sur la nouvelle version qui vient répondre aux top keywords que vous aviez avant? Parce que c'est pas le tout de refondre le site, mais il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on va mettre en face de chacun des mots-clés. C'est pas juste « Tiens, j'ai des mots que je veux viser », mais attention de savoir si vous avez bien gardé tout ce qu'il fallait. Voilà, ça fait partie des points. Et pensez à rediriger les pages que vous avez abandonnées ou à leur mettre une requête 410. Voilà, et c'est pas une pub pour l'agence. Ou alors vous vous redirigez vers le site de l'agence, c'est bien aussi. Voilà. Ça, dans les risques qu'on a, perte de requête, donc c'est des mots-clés qui disparaissent, et baisse de ranking. Sur la partie arborescence, ici, bon, ben, il faut penser à qu'est-ce qui a été mis en place en termes de maillage automatique. Dès lors qu'on n'est pas sur un site qui fait une 15-20 pages, souvent on va mettre en place des blocs de maillage internes qui sont automatisés. Donc ça peut être des choses dans un cocon sémantique, si on est sur la bonne vieille architecture, c'est celle où vous avez la page de tête, les pages en dessous et puis les maillages horizontaux. Ces maillages horizontaux, en général, on va les automatiser, parce qu'on ne va pas s'embêter à faire des briefs rédacteurs, à dire voilà, bah, tu fais en plus un lien vers ça, ça, ça. On l'automatise. Ben, pensez à bien réimplémenter ça dans vos nouvelles versions. Si vous oubliez des blocs de maillage, c'est votre PageRank interne qui change complètement. Voilà. Tout le monde est au courant que le PageRank existe toujours. Il n'y a pas de débat là-dessus. On est OK. Il est juste plus communiqué par Google. Mais il existe toujours bel et bien. Surtout en interne, on peut le mesurer, je ne l'ai pas précisé dans les slides, on peut le mesurer avec des outils comme Screaming Frog et qu'on exporte pour aller mettre dans Gephi. C'est un petit peu avancé comme technique, mais bon à savoir. Voilà. Ça, et qu'est-ce que je vous avais mis du coup? Ouais, baisse du PageRank interne. Les migrations de style branding. Bon. Vous avez acheté un super nom de domaine, avec un monsieur génial comme David Shelley, qui était là hier, qui doit être aujourd'hui aussi. Bon. Toujours, si c'est vous qui l'achetez de votre côté, attention à vérifier l'historique de l'ancien nom de domaine. Vous n'êtes pas à l'abri de trouver des trucs un peu bizarres. On en reparle un petit peu après, je crois que je vous ai prévu une slide dédiée. Vous allez faire la bascule à l'ère de la Search Console. Vous avez un outil qui va bien pour ça. Mais ce qu'il faut bien penser, auquel qu'on oublie trop souvent, pensez à garder un certificat SSL sur l'ancien nom de domaine. C'est pas parce qu'il n'affiche plus directement qu'il redirige. Pensez à mettre un SSL dessus. Sinon, dans votre redirection, vous avez d'abord l'internaute ou même Google qui se prend un certificat non valide au bout de quelques mois,
avant de rediriger vers vous. Ça peut être un peu foireux, faites les choses proprement, surtout que maintenant, avec du Let's Encrypt, on peut avoir des certificats gratuits. Voilà. Et puis surtout, pensez à bien renouveler et maintenir les redirections et hébergements de l'ancien nom de domaine. Vous le migrez sur le nouveau, il n'y a pas de souci, mais pensez à bien le renouveler. C'est pas parce que vous faites une transition d'un nom de domaine A vers un domaine B qu'au bout d'un an, le domaine A, il ne faut plus le renouveler, il faut le garder. Sinon, vous avez tous les copains qui sont dans la salle, là, qui ont racheté un joli domaine expiré et qui vont remonter un PBN dessus. Voilà. Que ce soit mon copain en salle 3 ou mon copain en salle 1. Ils vont forcément le faire, je te garantis, si c'est pas moi. Voilà. Et du coup, vous risquez de perdre des backlinks historiques, parce que tout ce que vous avez acquis en backlink sur l'ancien NDD, c'est pas dit que vous preniez le temps de dire à tous vos partenaires, au fait, est-ce que vous pouvez faire le changement et pointer vers le nouveau? Surtout si c'est de l'article sponsorisé, globalement, vous n'avez plus de contact avec les gens qui vous l'ont fait. Voilà. Et puis derrière, si on part sur une migration à l'international, pensez à bien vérifier avant de définir le pattern d'URL. Donc si vous êtes en sous-domaine, si vous êtes en subdirectory ou en domaine, en top-level domaine avec du .fr, .be, .de, pensez à vérifier que tout est dispo avant de vous lancer. Voilà. Voire même si vous savez que dans quelques années, vous allez vouloir vous lancer à l'international et que vous lancez une marque, pensez dès maintenant à acheter toutes les extensions. C'est pas, si vous voulez acheter demain 5 pays, ça va vous coûter 50 balles par an. Par rapport aux ennuis que ça peut vous éviter, franchement, je pense que c'est un investissement nécessaire. Voilà. On se fait à combien? Oh, ça va. Alors, migration côté design maintenant. Bon, vous y dites, tiens, je vais faire intervenir une agence UX parce que personne ne comprend rien à mon site, mes call to action, ils sont pas ouf, j'ai plein de trafic parce que j'ai bien écouté tout ce qu'on m'a dit au SEO Camp, mais ça convertit pas. Et c'est moche. Bon, alors, c'est top comme démarche, hein, de vouloir faire une refonte de design. Pensez à vérifier que les temps de chargement ne vont pas augmenter du tout au tout. Vous n'allez pas intégrer, du coup, des images qui d'un seul coup font 5 mégas, que votre maillage interne il dégage complètement, parce que pareil, dans le nouveau design, vous n'avez pas intégré vos petits blocs de maillage automatique, parce que ça, la personne qui va s'occuper du design de votre site, il y a très peu de chances qu'elle comprenne l'intérêt de ces blocs-là. Donc sa première préco, ça va être « Attends, mais sur cette page, tu veux vendre je sais pas, des micros. Pourquoi est-ce que tu as un bloc là? Mais il ne sert à rien, ça, moi. C'est le call to action qu'il faut, puis tu as mis en avant. » Bon, pensez bien vous mettre d'accord avec lui sur ce genre de choses. Parce que sinon, derrière, vous allez rajouter, vous, vos blocs de maillage à l'arrache ou dire à votre dev de le faire. Et au final, ce que vous avez payé pour des maquettes, ben, vous allez les cradosser en rajoutant vos blocs SEO. Pensez bien avoir une vraie conversation avec la personne et de la briefer en amont. Sinon, pareil, votre PR interne dégage. Et puis sur l'intégration HTML, pareil, tout ce qui est cloaking, obfuscation, pensez à bien le réimplémenter. Et côté template, voilà, c'est ce que je vous disais, et on a des risques du coup sur les modifs de PageRank interne. Voilà. Bon. On vient de voir les 4 types de migration. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Des questions jusque-là? Non? Parfait. Alors, les 3 codes à connaître dans le cadre d'une migration. Est-ce que tout le monde connaît ces 3 codes-là, ces codes Apache? Bon, on va passer 2 secondes dessus. Vous connaissez tous forcément la 404. On va pas se mentir, je ne l'ai pas reprise ici parce qu'elle n'est pas utile. C'est une qui va. La 404, c'est la page d'erreur. Bon. C'est celle qu'on souhaite à tout prix éviter dans le cadre d'une migration. Les 3 seuls acceptables dans le cadre d'une migration sont ces 3 codes-là. Le code 200, c'est ce que répond n'importe quelle page web aujourd'hui à votre navigateur. C'est pour dire, OK, c'est bon, je suis là, je charge. Donc ça, c'est l'idéal. Il se passe... en gros, c'est vous n'avez rien pété. La 301, vous avez identifié que la page n'existe plus, vous la renvoyez vers une nouvelle, ce qu'on appelle une redirection permanente. Ça renvoie très bien. En gros, c'est la 301, le même truc que l'entreprise qui met sur sa devanture. Bonjour, on a déménagé, nos nouveaux locaux sont situés aux 5 rue Jean-Paul machin. Voilà, c'est la même chose. La 410, qui est une petite joke avec Gone, le nom des gamins à Lyon, c'est ça qui a donné le nom de la boîte. C'est une erreur, c'est un code d'erreur, parce qu'on est dans la classe des codes 400 sur un code Apache, mais qui veut dire « Ok Google, il n'y a plus rien, mais c'est voulu. C'est une page qu'on abandonne, qu'on ne souhaite pas garder, etc. » Donc, c'est une erreur maîtrisée, qui est propre. C'est en gros, c'est quand vous allez faire désindexer une page, c'est bien de lui mettre un code 410 en plus pour dire à Google « Cette page n'existe plus, ça ne sert à rien que tu reviennes. »
Parce que si vous faites de l'analyse de log, si vous avez juste des 404, ce que vous verrez, c'est que Google, il est bête. Il revient. Il se dit, tiens, peut-être revenir si je repasse. Et puis il va repasser pendant des mois. Avec 410, vous économisez du crawl budget. Et il va assez vite se dire, ok, ils m'ont dit que ça ne reviendra plus, je vais arrêter de perdre mon temps ici. Alors, petit mémo de redirection. Qui adore faire des redirections ici et connaît bien les regex, etc. Ah, on en a 2-3 quand même. Bon. Alors, si vous aimez un peu moins ça, dans les quelques petites choses à connaître, je vous ai fait une version simple des redirections. Je ne suis pas sûr que ça passionnerait grand monde, mais on pourrait passer une bonne journée à raconter tout ça. Hein, Charlotte, ça tient sur une journée l'explication de tout ce qui est redirection, si on commence là-dedans. Bon, les syntaxes à connaître. Les redirections, pour info, c'est ce que vous allez mettre derrière dans votre .htaccess ou dans votre vhost, j'en parle un peu plus tard, mais qui va permettre de dire justement, là, hop, là, ici, cette page elle n'est plus là, ou cette page a complètement disparu. Donc pour gérer ça et l'indiquer à Google, soit on va lui dire redirect permanent espace le slug de l'ancienne URL espace le slug de la nouvelle, ça c'est la syntaxe la plus simple, et on répète ça pour toutes les pages qu'on a à faire. Soit on part sur des patterns un peu dynamiques de cet ordre-là, où on va mettre potentiellement des règles ou avec des wildcards, des jokers, pour dire voilà, toutes les URL qui ressemblent à ça, tu les rediriges vers toutes les URL qui sont construites comme ça. Ça permet de raccourcir un peu la taille du fichier et de gagner un peu de temps. Voilà. Pour info, pour gagner du temps là-dessus, c'est exactement ce qu'on fait dans le tool dont je vous parlais tout à l'heure, swan.tools, qu'on automatise. Bon. La partie redirect gone, c'est l'équivalent de la partie 410. Ici, ce qu'on note, c'est qu'on n'a pas de deuxième paramètre, qui est le /new, parce qu'on dit juste que cette URL a disparu. Si vous y comprenez rien ou que vous avez envie de progresser, vous avez ces deux URL-là, qui sont super intéressantes. Ici, le htaccess made with love, qui vous permet de tester vos règles de redirection pour voir si elles vont bien fonctionner et qu'elles ne vont pas vous péter à la figure quand vous allez les mettre en prod. Et puis regex101.com, qui peut servir pour les devs, aussi, si vous faites des patterns de regex, c'est super bien expliqué. Moi, j'ai pris pas mal de skills grâce à cet outil. Donc, je vous le partage avec plaisir, c'est gratuit. Les drapeaux de réécriture, c'est ce qu'on a ici dans le pattern là. Là, on va sur l'un peu plus compliqué avec ce qu'elle a, mais très utile. La partie QSD, si on met $1 à la fin, alors désolé pour ceux qui sont largués, il y en a que ça intéressera. Ça va vous permettre à la fin d'une URL de jarter automatiquement tous les paramètres. Donc les paramètres, c'est tout ce qu'il y a après le point d'interrogation dans une URL. Donc sur un site e-commerce, par exemple, vous avez, si c'est pas super bien fait, potentiellement, vous allez avoir des facettes avec et order by égale ask et tout ce que vous pourrez trouver. Et du coup, ça vous permet de le dégager en automatique parce que c'est pas forcément des choses que vous souhaitez garder dans le cadre d'une refonte. Ça ne va pas être des URL canonical, etc. Le NC va dire ignorer la casse. La casse, c'est les majuscules et les minuscules. Par défaut, sur le web, si vous avez une URL qui a des majuscules et le même mot, mais avec une partie qui n'est pas que les mêmes minuscules ou majuscules, ça sera potentiellement deux URL différentes. Donc ça vous permet d'ignorer et d'avoir quelque chose de global. Et le L, qui va dire, une fois que tu as implémenté cette règle, tu ne vas pas regarder les suivantes pour voir ce qu'il faut mettre en place. Jusqu'à la prochaine exécution du point htaccess. Attention. Et là, pour terminer, ça c'est royal pour désindexer un truc qu'on a mis, qu'on ne voulait pas. Des facettes en trop, parce qu'on n'a pas écouté le début de la conférence. Une pré-prod, parce qu'on a fait n'importe quoi. En gros, ici, ce que vous dites, c'est tout ce qui est là, ou imaginons que vous êtes fait pirater votre site. Un WordPress qui n'avait pas de sécurité suffisante, dirons-nous. Et bien en fait, grâce à ce drapeau, là, le E, on va setter une variable d'environnement qui s'appelle, on va l'appeler des index ici. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est juste pour servir après. Et là, avec ça, on va lui dire OK. Ici. Alors là, j'ai mis un G qui correspond à un drapeau de réécriture qui va dire qu'on va faire une redirect gone, qui est l'équivalent de ça. Alors, on va utiliser cette syntaxe, mais avec, du coup, on lui dit la page n'existe plus. Et en plus, on va envoyer un xrobo tag noindex follow, parce qu'on veut quand même qu'il aille se balader et qu'il continue de suivre. Mais c'est l'équivalent d'une balise méta noindex qu'on va mettre dans le header. Sauf que si on envoie une page gone, on ne va pas mettre de contenu dans notre page. Donc du coup, si on veut indiquer au robot de Google et à ses copains,
on va passer par l'entête HTTP, pour ceux qui connaissent ce sujet, et on va pouvoir lui dire « no index », ça dégage. Super pratique pour désindexer quelque chose qui n'avait pas à l'être, tout qui a confondu. Alors, maintenant, pour bien réussir notre migration, il nous faut des outils. Le gros du sujet dans une migration, c'est de ne pas oublier d'URL, et surtout de ne pas oublier d'URL qui recevait des backlinks. Donc pour ça, on va partir, bon, liste non exhaustive évidemment, mais href et ou Majestic pour identifier tout ce qui reçoit du backlink. Derrière, Screaming Frog pour aller crawler l'intérieur de votre site et vraiment en identifier le maximum. Et puis petit bonus, Screaming Frog Log File Analyzer, parce qu'il y a Skullbot Voix de Google, parce qu'il se balade sur tout ce qu'il connaît de vous, et ce que lui a trouvé. Et celui-là, c'est ce que vous lui laissez montrer. Attention, vous aurez souvent pas mal d'écart entre les deux, donc profitez-en pour aller jeter un coup d'œil dans vos logs. Voilà. Derrière, la partie contenu. Je vous le disais, pensez à bien vérifier qu'est-ce qui rank sur quoi, et si vous avez des URL qui font partie de celles qui vous apportent le plus de business, pensez à leur accorder un petit peu plus d'attention que les autres. Voilà. Si vous en avez, bon, en général, ce sera les mêmes, hein, entre backlink et puis top keyword, mais faites-vous une liste et vérifiez bien celle-là manuellement. Ça prend un peu plus de temps, mais d'un point de vue business, ça peut vous sauver la vie. Voilà, si peu. Derrière, on va vérifier un petit peu la web perf du nouveau site. Vous êtes content, il est plus beau, il y a des nouveaux contenus, etc. Et puis au passage, vous changez de prestat et du coup, ça va être hébergé ailleurs. Mais si vous ne vérifiez pas la web perf et que d'un seul coup, vous avez un site qui met 20 secondes à charger, c'est du vécu. Hein. Bah, ça ne sert à rien de le mettre en ligne. Donc deux outils pour ça. Ça, vous avez la version gentillou débutant, qui fait beaucoup de bruit, qui est Lighthouse. C'est très bien, ça permet d'éviter franchement 90% des erreurs. Sur une page, en exécution, de vous faites un refresh, est-ce que ça charge vite ou pas? Ça, c'est Lighthouse. Si vous voulez passer la seconde, enfin, voire même 2-3 vitesses au-dessus, vous avez ça. C'est un outil qui est technique, qui est un peu compliqué. Je ne l'ai pas vu circuler dans la partie SEO jusque-là. C'est à prendre avec des pincettes et à n'utiliser, attention, que sur votre site à vous. Allez pas faire ça sur les sites des autres. C'est 1, illégal, et 2, franchement pas cool. C'est ce qu'on appelle un outil de tir de perf dans le jargon. En gros, ça vous permet de simuler une grosse charge de montée de visiteurs sur un site et de mesurer comment le site réagit. Pour faire simple, bon, c'est édité par la fondation Apache, hein, qui sont ceux qui font le serveur Apache de site web, hein, donc c'est quelque chose de complètement légal, white hat et bienveillant, mais ça peut être très mal utilisé. En gros, si vous l'utilisez mal, ça va servir à faire une attaque DDoS, pour faire simple. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et ça vous permet de voir, ok, j'ai un nouveau site, demain j'ai prévu une grosse campagne de com, il va y avoir des pubs sur Facebook, sur Google Ads, je passe même dans un magazine, à la télé, soyons fous. Est-ce que mon site va planter ou pas? Avec ça, vous pouvez le simuler et vous dire, ok, j'ai simulé, jusqu'à 500 utilisateurs simultanés, mon site y tient. Si vous vous rendez compte qu'au bout de 20 simultanés, il se pète la gueule, changez d'hébergeur ou prévenez votre hébergeur pour qu'il prévoie une infrastructure dédiée. Ça serait dommage de faire une grosse campagne de com et que votre site se pète la gueule les premiers visiteurs qui arrivent. Et pour terminer, faut voyager un peu dans le temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et reprendre tout ce qui a été fait par les prédécesseurs. D'où l'intérêt de refaire un audit avant de faire la migration, si ce n'est pas vous qui avez tout fait sur le site que vous allez migrer. Voilà. Alors, déjà, une petite question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de migrer? Le délire de oui, moi je connais pas bien ce CMS, du coup on va changer parce que sinon on va pas pouvoir bosser. C'est pas une raison suffisante. Surtout si c'est pas votre site. Si c'est le site de votre client, ne le faites pas changer de CMS parce que vous aimez bien WordPress et qu'il n'est pas sur WordPress et qu'il est sur Drupal ou je ne sais quoi. Bon. S'il est sur un CMS qui organise des concours SEO et qui est connu pour absolument pas ranker, oui, vous pouvez le faire bouger. Voilà. J'ai pas cité de nom. Tout le monde a compris normalement. Alors, si on essaye de remonter un petit peu le temps, ce qu'on va regarder,
Qu'est-ce qui a été optimisé en SEO avant et pourquoi? Est-ce que c'est toujours valable dans le contexte actuel? Toujours bien de le regarder. Bien penser à prendre les anciennes redirections. Imaginons que vous en êtes à la deuxième migration. Pareil, on est dans un contexte de rachat d'entreprise à un moment donné. Il y a une redirection de A vers B, vous allez faire B vers C. Il faut bien être au courant de ce qu'il y avait de A vers B et de le reprendre pour continuer que la chaîne se poursuive. Il faut pas, c'est pas parce que vous rechangez qu'il faut tout oublier. Et du coup, les préconisations que je vous ai tout à l'heure, SSL, renouvellement de nom de domaine, pareil, vous les appliquez ici aussi. Voilà, bon, ça c'est ce que je vous disais aussi. Tout ce qui est backlink. On va faire un tour sur Ahref, sur Majestic, et sur Majestic, on pense à lui dire je veux tous les backlinks du root de domaine. Par défaut, la vue de Majestic, elle va vous indiquer le premier qu'elle trouve. Si jamais un site vous fait plusieurs liens, dans l'export, vous n'aurez pas forcément que le premier. Donc vous pensez bien à tous les mettre, et comme ça, vous allez vraiment choper toutes les URL. Ça peut arriver qu'un site ait parlé 2 fois de nous, parce qu'il a voulu mettre 2 fiches en avant, ou que vous êtes retrouvé à avoir 2 partenariats avec le même site, que ce soit en article sponsorisé ou en naturel. Il faut que j'avance, c'est ça? Ah, d'accord. Derrière, vous pouvez aller chercher aussi les backlinks sur SEMrush et surtout ce que vous avez dans la Search Console. Vous avez une partie lien dans la Search Console qui peut vous indiquer des backlinks. Normalement, avec les 4 là, vous avez une vision plus qu'exhaustive et il est quand même assez peu probable qu'il vous manque des choses en termes de backlinks. Voilà. Si vous en avez qu'un de ceux-là, c'est pas forcément utile d'aller prendre des licences dessus, ou au pire, vous demandez aux copains de vous faire un petit export juste pour l'occasion. Sur le côté on-site, donc on l'a dit tout à l'heure, est-ce que chaque top keyword a toujours une page optimisée pour? C'est bateau, mais quand même important. Comment est distribué le PageRank interne? On a vu tout à l'heure, on fait une analyse sur sa pré-prod. Derrière, les blocs automatiques de maillage, on en a parlé, on fait des tirs de perf, et surtout, on reprend les anciennes redirections et on essaye de les limiter en termes de nombre de redondances. Parce que si on a fait vivre beaucoup notre site, on peut se retrouver avec URL A vers B, puis pointe vers C, qui pointe vers D, qui pointe vers E, etc. Si on veut bien faire, on en profite pour avoir du coup A qui pointe vers E, B qui pointe vers E, C qui pointe vers E, etc. Parce qu'au bout d'un moment, Google n'y suit plus. Donc on pense à faire attention à ça. C'est clair sur ce parti-là? Bon, personne dit non, on va dire oui. Là. On ne fait pas une migration qu'on pousse en prod direct. On fait des tests sur un environnement de pré-prod, de staging, de recettes, vous l'appelez comme vous voulez, mais on fait ça en amont. Et on pense à plusieurs points. 1, on met en place sa pré-prod. 2, on n'indexe pas sa pré-prod, on la planque derrière un htaccess, htpassword. Voilà, avec ce genre de truc, je vous ai mis le code. Ici, c'est un exemple de mot de passe. Mot de passe encodé, ici c'est pré-prod. Mais vous savez, cette petite popine qui apparaît, qui vous dit entrer l'utilisateur, mot de passe pour accéder au site, en mode gris tout moche, mais ça va éviter que Google il vienne l'indexer. Si vous faites ce genre de pattern dans Google, ça je l'ai fait hier, hein, celui-là, donc vous pouvez vérifier, ça marche toujours. InURL pré-prod moins InURL www, vous allez trouver une quantité de sites en pré-prod indexés dans Google, c'est une vaste blague. Derrière, vous pouvez vous moquer des copains là-dessus, on en trouve toujours. Ça, et ça va vous éviter, ce genre de choses, d'avoir du duplicate content avant de livrer. Parce qu'imaginez qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui s'en rende compte ou qui mette ça et que ça se retrouve indexé, votre pré-prod indexé, vous êtes en train de flinguer votre site avant même qu'il soit en ligne. Voilà. Et derrière, test de crawl, tir de perf, sémantique, maillage sur votre pré-prod. Vous refaites un audit sur votre pré-prod pour être sûr que tout s'est bien passé. Bon. On est prêt, on va pouvoir lancer notre mise en prod. Donc, on met nos redirections, on va éviter les liens en dur et on va sauvegarder avant de basculer. Mais les redirections, on les met où? Ça, c'est un long débat que j'ai vu plein de fois dans la sphère SEO. Du coup, je vous ai fait des tirs de perf. Donc ça, c'est des graphiques qui sortent de JMeter, ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris un site, c'est un site à moi sur un serveur qui me suffit, où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des lignes dans le point htaccess? Est-ce que ça influence le chargement des pages? Eh bien, c'est assez moche, en fait. Bon, je vous ai mis tous les graphiques, on va les passer un peu vite.
Globalement, à chaque fois, vous avez le temps de chargement minimum, temps maximum, et puis en moyenne. Ça, c'est la courbe, vous imaginez, c'est le temps que ça charge en fonction. Là, on est sur un serveur à 30 balles qui me suffit, géré un peu à l'arrache, mais auquel on a envoyé l'équivalent de pas loin de 500 visiteurs simultanés, avec l'outil dont je parlais tout à l'heure. On se rend compte qu'au début, on charge, vous voyez, en 0,2 secondes, ce qui est un temps tout à fait honorable sur la partie récupération du HTML. Mais derrière, quand on commence à avoir beaucoup de monde, on monte assez vite à 2 secondes en moyenne, voire 4 secondes en tout. Ce qui est normal sur un serveur qui n'est pas forcément dimensionné pour. Ça, c'est si on charge toutes les ressources. Pourquoi c'est important? Un point htaccess, il va être interprété pour l'ensemble des ressources, pas juste pour la partie HTML. Donc à chaque fois que vous chargez le HTML, il y a une lecture du point htaccess. Vous avez une image dans votre page, il repasse dedans, un CSS, etc., etc., JS et compagnie. Et bien ce qu'on se rend compte, c'est qu'au début, là, on est sur un honorable 1 seconde 3, qui est très bien. Ça, c'est la version Lighthouse. Vous êtes devant votre PC, c'est 19h le soir, il n'y a pas grand monde, vous rechargez, ça charge bien. Dès qu'il y a du monde, potentiellement, ça monte beaucoup en temps de chargement. Et ça, c'est dans une version où il y a très peu de redirection. Oups là, je suis allé peut-être un peu vite. Là, voilà, test de référence, 1 seconde 2, 4 secondes. Derrière, si on met 10 000 redirections dans le point htaccess, pardon, je suis allé un peu vite, on monte à 2 secondes, et puis là, combien? 15? J'ai mis 15 secondes. Bon, on se rend bien compte que 15 secondes de temps de chargement total d'une page pour récupérer les ressources, c'est pas acceptable en 2020. Derrière, en revanche, si on les met dans le vhost, tout le monde voit ce que c'est que le vhost ou pas? Non. Le vhost, c'est le fichier de configuration de votre site dans Apache. Vous avez deux choses. Vous allez indiquer à votre serveur, OK, il y a tel nom de domaine qui pointe vers toi, et s'il y a plusieurs noms de domaine qui pointent vers lui, vous allez lui dire, quand c'est tel nom de domaine, tu vas charger, par exemple, je sais pas, le PrestaShop qui est dans tel dossier. Sinon, le WordPress qui est à tel endroit, ou le Magento ici. Bon. C'est un fichier qui n'est pas chargé pareil, et en termes de gestion des perfs dans le serveur, c'est bien plus optimisé. Ce qu'on voit ici, c'est avec 10 000 redirections, on a 1 seconde 2, et puis sur l'ensemble des ressources, ici, on est beaucoup moins que les 15 secondes de tout à l'heure. J'ai même poussé le jeu jusqu'à aller à 100 000 redirections dans le vhost. Là, on est sur un cas de site e-commerce bien vénère. Et ben, c'est pareil, on reste à 3 secondes 8 en maximum. Voilà. C'est une petite synthèse ici, vous voyez. 0 ligne dans le point htaccess, on a 1 seconde 2, c'est le test de référence. Toute ressource 4, vhost là, voilà. Et derrière, à 100 000 lignes ici, on est toujours à 3 secondes 8, alors que là, à 10 000 là, on est à 15 secondes. Le test ici, je ne l'ai même pas fait parce que le site, il plantait. J'ai même écroulé MySQL pour info en le faisant avec ce niveau-là. Donc, moralité, quand vous faites vos migrations, si vous avez beaucoup de lignes, vous mettez ça dans le vhost. Si vous ne savez pas faire vous demandez à votre infogérant ou votre dev de le faire, et ça se passera bien. Voilà. Je vous ai mis les conditions du test, pour info. Donc, sans utilisateur, 50 itérations, ce qui va faire l'équivalent d'un minimum de 100 visiteurs simultanés. En général, on rajoute même un 0, parce que dans ce cadre-là, on n'est pas à 100 visiteurs, genre comme vous, quand vous êtes en navigation exploratoire sur un site, à vous dire, je prends un peu de temps pour lire, ensuite je clique sur le lien d'après, etc. Là, on est sur une machine qui, dès qu'elle a fini de charger des choses, paf, elle déclenche l'action suivante. Donc on est vraiment sur bam, bam, bam. Donc on est vraiment sur un stress d'utilisation qui est violent. Bref, le point htaccess, contrairement à ce qu'on pense, ça doit rester une exception pour la gestion des redirections. Tout doit être fait dans le point htaccess, dans le vhost, pardon. Vous aviez déjà vu des tests comme ça ou jamais? Non? Bon, au moins, retenez un minimum ça, vous basculez tout dans le vhost, vous allez gagner en perf. Petit ensemble de scripts que vous pourrez copier-coller quand vous aurez les slides. Si vous faites, là je vous l'ai mis sur un WordPress, vous avez bossé votre WordPress en pré-prod ou l'ancien site, etc. Vous balancez ça dans MySQL. Vous avez à chaque fois, en gros l'idée c'est de remplacer dans les différents champs l'ancien nom de domaine par le nouveau. Parce que y a plein de fois où vous allez avoir des URL qui ont été mises en dur dans les liens et que ce n'est pas forcément basculé en automatique. Au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui traîne et qui reste. Ça, bon, c'est dans un cas où on était sur Yoast, en plugin de référencement, vous adaptez si vous en avez un autre, etc. Mais ça va vous permettre d'éviter d'avoir des URL qui traînent en dur et que quand vous avez fait votre bascule, vous relancez un Screaming Frog sur votre prod et vous dites « Tiens, c'est bizarre, il y a des liens vers ma pré-prod qui pointent. » Et puis si en plus votre pré-prod a été indexé, vous êtes en train de faire des backlinks vers un site qui vous fait du duplicate content. Vous avez tout gagné. Bon, avec ça, normalement, vous êtes peinard.
Vous aurez les slides après, parce que là, les photos, si vous ne maîtrisez pas le MySQL, je vous souhaite bon courage pour recopier. Là, on va forcer... Ah, il n'est pas passé celui-là. Bon, désolé, je vous renverrai la slide, il y a eu un petit souci à la sauvegarde. Alors, sur ce slide, ce que je voulais vous dire, c'est au moment où vous faites votre bascule, vous allez forcer l'indexation. L'idée, c'est Google, il va passer sur votre site, on l'a vu un peu plus tôt, il adore les refontes, il va aller se balader. Maintenant, il ne va peut-être pas tout trouver à la même vitesse. Peut-être que votre page, qui est importante, elle n'est pas au premier niveau, linkée depuis votre home, pour X ou Y raison, mais ça peut arriver. Vous allez forcer l'indexation, il y a plusieurs manières. Tac, je ne l'ai pas mis après. Ah si, je l'ai là, pardon, j'ai fait un petit doublon. Donc, pour le forcer l'indexation, vous allez pouvoir pousser votre nouveau sitemap dans la Search Console. Vous pouvez aussi générer un sitemap XML avec les URL que vous souhaitez forcer et lui dire, vas-y, va voir ce sitemap, qui est un sitemap exceptionnel, qui n'est pas celui que vous avez généré avec votre CMS, en automatique, etc. C'est là où vous dites, allez, va bouffer ça. Et dedans, vous mettez votre ancienne URL et votre nouvelle URL. Ce n'est pas juste l'ancienne. L'idée, c'est de le forcer à crawler et à bien comprendre le cheminement. Si vous mettez l'ancienne et la nouvelle, il va mieux le comprendre. Ça, vous pouvez utiliser des outils d'indexation. Vous avez tout un tas de trucs utilisés par les gens qui font des PBN. Vous pouvez utiliser ça pour lui dire, tiens, allez, va découvrir ça, c'est important. Vous ne l'envoyez pas sur tout votre site, c'est un peu bourrin, mais sur quelques pages importantes, ça peut être intéressant pour être sûr qu'ils le comprennent. Puis derrière, vous avez la possibilité de mettre dans votre footer un listing de 301 HTML. Ça, c'est M. Loïc Richard sur son site e-commerce Maison Énergie qui fait ça. Il a le plus beau de tout ce que j'ai vu, pour le coup. Vous mettez un petit lien dans le footer, listing 301. Bon, c'est pas sexy, mais bon, s'en foutez, les gens qui ne connaissent pas ne maîtrisent pas. Et derrière, vous listez des liens HTML vers toutes vos URL sources. Les URL cibles, on s'en fout. Elles sont déjà dans le reste de votre maillage. Ici, vous lui indiquez toutes les anciennes URL, et comme ça force Google à aller les voir. Et ça va l'aider à plus rapidement indexer ses redirections, et donc basculer vers les nouvelles et oublier les anciennes. Toujours bon à prendre. Là, je crois que j'avais un slide du coup que j'ai sauté. Voilà. Ah, donc, ouais, je finis. Tac, presque fini. Donc, pensez à faire une sauvegarde de la base de données avant la migration. Si c'est une migration technique, imaginez que ça vous pète à la figure, comme ça vous avez un backup. Vous sauvegardez le crawl, le Screaming Frog, ça c'est hyper important. Vous faites un crawl Screaming Frog sur votre ancien site, vous sauvegardez le fichier de côté, vous en faites des backups, et derrière vous le réouvrez, vous le relancez. Comme ça vous permet de vérifier que toutes vos URL dans Screaming Frog, maintenant elles répondent en 300, en 200 ou en 410 comme on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est hyper important, ça nécessite une licence payante, mais c'est les 100 balles les mieux investies de votre vie. Ça. Tac, derrière, dans les points, et ce sera je crois ma dernière slide, on vérifie les logs pour vérifier que la migration s'est bien passée, qu'on n'a pas des 404 dans tous les sens. On vérifie le ranking, est-ce qu'on n'a pas des trucs qui se pètent la gueule plus que d'autres? Si ça arrive, on essaye de comprendre pourquoi. On check bien nos redirections, les certificats, est-ce que tout est OK? Voilà, on pense à générer les certificats SSL pour le nouveau site, à temps faire. Et puis derrière, paf, normalement, on a une migration réussie. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.